Donc Pierre Aiglon, donc moi je suis chez SQLI depuis à peu près 1 an. J'ai fait un petit tour chez Econocom et Microsoft avant. Je suis en charge de toute la partie Azure en tant qu'architecte et je monte aussi les offres autour d'Azure pour le groupe SQLI. Et donc Nicolas Gauthier, je travaille chez SQLI depuis 2011, développeur .NET à la base, lead tech actuellement, avec une partie management donc, de tous les projets de Microsoft réalisés. On est basé à l'agence de Rouen en Normandie, on fait partie du groupe SQLI France, mais on vient de Rouen. Donc voilà, je remettrai ça à la fin si jamais vous voulez récupérer vos adresses, si vous avez des questions à nous poser, ce slide-là sera proposé à la fin. Un petit sommaire rapidement pour vous montrer ce sur quoi on a axé notre démo. On a essayé de faire assez transverse et assez représentatif des principales nouveautés de cette version. Tout n'apparaît pas forcément dans le sommaire, on s'est gardé une petite marge de manœuvre en fonction du temps que ça va nous prendre. Il y a un petit effet démo, on est sur une version release, donc c'est pas sûr qu'on aura le temps de tout vous montrer. Donc on va s'axer sur l'UX UI qui est le point majeur qui a été travaillé par Microsoft cette année. Donc un gros investissement sur l'amélioration de l'ergonomie de l'IDE et ensuite des petites améliorations sur des extensions qui sont incluses dans Visual Studio. Donc juste pour vous montrer les conditions de notre présentation, la sortie est pour bientôt, donc dans 3 semaines. À cette occasion, Microsoft organise un event mondial que vous pouvez retrouver à cette adresse. Et donc à ce moment-là, il y aura des supports qui vont être fournis par Microsoft avec des projets templates de démos sur les différentes technos. Donc tout va être fourni par Microsoft si vous voulez vous expérimenter à du Xamarin, à du .NET Core, etc. Vous aurez tous les templates de projets qui vont être fournis par Microsoft. Donc en fait, la présentation qu'on fait aujourd'hui, c'est surtout un retour de ce qui a été présenté à Connect. Je ne sais plus, c'était il y a quelques mois. Ouais. Et là, tout le contenu officiel sera sorti dans 2 semaines. Donc là, c'est vraiment un retour de Connect. On a dû construire le contenu nous-mêmes. Microsoft n'a rien pu nous fournir avant le 2 avril. Donc voilà, ce sera vraiment les tests que nous, on a réalisés. Alors peut-être d'autres surprises sur lesquelles elle n'a pas encore communiqué et du coup qu'on ne peut pas vous présenter, mais on se base sur le blog de Visual Studio qui est potentiellement à jour, mais il y aura peut-être d'autres choses ou des améliorations. On n'est pas sur une version définitive aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole. Juste dans les détails, donc si vous avez des copains qui sont effectivement MVP, donc il y a le fameux MVP Summit qui se déroule dans quelques jours. Donc si vous voulez en savoir plus, je pense qu'ils auront des sessions sous clause de confidentialité. Donc il ne faut pas hésiter à les pour en savoir plus. Oui, après c'est le 2 avril, ça va bientôt arriver. Très bien. Je laisse la parole en tout cas à Pierrick pour vous présenter les principales nouveautés sur l'interface. Alors, en fait, sur Visual Studio, ils sont pour cette édition 2019, ils se sont posés un peu des questions sur qui étaient les utilisateurs de Visual Studio. Alors du coup, je vais déjà demander ici dans la salle qui utilise Visual Studio tous les jours. On a 80%, 90%. Et donc en fait, c'est ce que Microsoft pensait, c'était que l'ensemble des gens qui téléchargeaient Visual Studio étaient des utilisateurs quotidiens. En fait, non. 50% des utilisateurs qui téléchargeaient Visual Studio étaient des nouveaux utilisateurs. Et donc ils se sont posé la question, comment on fait pour embarquer, en fait, comme sur un site web, un peu notre process d'onboarding, sur les versions 2017, etc. Quand on lance Visual Studio, on rentre un peu direct dans le dur. On a un petit fil de news qui apparaît sur un endroit, sur l'onglet Welcome Screen, et puis voilà. Donc en fait, ils ont dit, en fait, ça c'est tout le process d'embarquement pour qu'un développeur devienne un utilisateur quotidien de Visual Studio. Donc il y a la découverte, le fait de télécharger, après de lancer et puis de continuer de l'utiliser. Donc comment faire pour qu'un nouveau développeur puisse utiliser plus Visual Studio. Donc toute cette partie, c'est la partie Welcome Screen, on a test. Donc à gauche c'était un peu la création d'un nouveau projet dans VS 2017. Et en fait ils ont fait des ateliers d'UX. Comment créer un nouveau projet avec des nouveaux prototypes, voir comment se comporter des utilisateurs qui n'avaient jamais confronté Visual Studio. Donc, vraiment une démarche UX complète. Ils l'ont faite avec de l'A/B testing, etc. Du coup, ça a été
les premières propositions qui sont ressorties un peu de tous ces ateliers. Après, ils ont fait des mock-ups avec encore d'autres versions pour finalement aboutir en fait à cette version-là. Donc ça, c'était les versions de la preview. Et il y a la RC2 qui est sortie aujourd'hui. Donc j'ai dû refaire une mise à jour encore ce matin. J'ai passé la journée quasiment à installer que des updates d'extensions de package. Et ça, c'est ce à quoi ça ressemble maintenant quand vous lancez Visual Studio. On ne voit pas l'IDE complet, on voit juste cet écran-là. Ouvrir un projet récent. Et surtout, ce qui est important, et là où ils ont fait, c'est clone en checkout code. En fait, il y a une connexion directe avec GitHub pour pouvoir aller récupérer des projets qui sont sur GitHub ou sur Azure DevOps. Vraiment, le but, ça a été de simplifier le process pour accéder le plus vite possible au code qu'on veut explorer. Et donc ensuite, une fois qu'on lance VS 2019, on voit des changements, notamment sur le haut. Alors là, on avait l'impression qu'ils faisaient une annonce à la Apple. On a condensé le menu du haut et vous gagnez une ligne de code sur votre fichier pour que vous puissiez vous concentrer sur votre code. Et c'était vraiment en mode Tim Cook qui lance le 3 pixels de plus sur un écran. Donc en fait, là, ils ont commencé par condenser. En fait, ils ont beaucoup de retours pendant la phase de preview. C'est mince, mais j'ai perdu le nom de ma solution sur laquelle je travaille, je ne sais pas où il est. Donc du coup, maintenant, il apparaît ici. Donc là, le compte utilisateur, vous devez vous authentifier maintenant sur Visual Studio pour valider vos licences, etc. Donc qui a été reconcentré là. Et là, vous voyez l'édition sur laquelle vous êtes en preview, RC, etc. Donc pour gagner une ligne, donc voilà, ça c'était l'annonce magique pendant Connect. Voilà, on peut passer à la suite. Après, une des autres, donc il y avait tout un système de notification sur VS 2007 qui apparaissait là. Et il fallait cliquer dessus pour voir ce qu'il y avait pour les mises à jour des différentes extensions. Souvent, on ne les voyait pas forcément. Donc là, ils ont changé pour gagner de la place là-haut. Ils ont mis les notifs en bas. Et par contre, maintenant, on a des vrais notifs qui apparaissent comme un système de notif classique sur Windows ou n'importe quelle application. Donc maintenant, on voit les notifications quand il y a des extensions à mettre à jour, etc. On a directement les call to action qui sont là. On n'a pas 20 clics à faire avant de finalement mettre à jour notre extension. Voilà, du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ok, c'est bon. Donc, Visual Studio 2019, donc là on est en RC aujourd'hui, donc il y a eu toute une phase de preview. Depuis Connect jusqu'à peu, il y avait la preview en 2, 3, 4. La RC, là on est même en RC2. Donc là on va tendre vraiment sur la version qui sortira dans 15 jours. Donc le lancement de Visual Studio. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais, on ne voit toujours pas l'IDE, on est vraiment sur ce projet. Donc je vais en ouvrir un. Ah oui, il y a aussi le nouveau thème bleu. Je vais, pour ceux qui n'utilisent pas Visual Studio tous les jours, je vais vous montrer sur le 2017. Donc, pareil, ça s'était annoncé comme un nouveau thème bleu plus léger, plus agréable pour les yeux, pour nos yeux fatigués en fin de journée. Donc ça, c'est la version 2017. Voilà, donc quand on arrivait, on était là-dessus. Et maintenant, on a un thème bleu un peu plus light. Etc. Vous verrez même sur la coloration syntaxique qu'il y a eu des changements, etc. Donc là, le changement des deux title bars, on voit bien la différence. Les notifications qui sont là qui apparaissent. Et après, globalement, là-dessus, on reste sur des choses assez similaires. Ok. Sur le slide. Ouais. Je sais pas, je reprends le slide là du coup. Le 16. Ouais. Au niveau des nouveautés un peu plus techniques, parce que là on était sur le X, c'est bien gentil. En effet, c'est plus efficace de s'y retrouver. Parce que si vous connaissez Visual Studio, vous savez qu'il y a plein de features, on ne sait pas toujours où chercher les fonctionnalités. Maintenant, on va rentrer dans les choses un petit peu plus techniques. Donc là, la première qu'on va vous présenter, c'est la recherche dans le Watcher.
donc dans les espions, autrement dit en français. Et cette petite fonctionnalité-là va vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous avez déjà rencontré ce problème, on a des collections d'objets et dans lesquels on doit rechercher est-ce que cet objet-là est présent sur différents critères. Plutôt que de s'embêter à écrire une requête complexe, je vais juste venir saisir le mot ou la valeur que je vais rechercher ici et je peux lui indiquer un niveau de profondeur. Et il va parcourir tous les éléments de ma liste pour voir si éventuellement j'ai une occurrence qui correspond ou plusieurs pour les identifier plus facilement quand je suis en debug. Est-ce que ça tu veux le montrer tout de suite? Ouais, on va le montrer. Rejoindre la parole. Donc là, j'ai. On voit pas tout. Ah, ça paraît pas? Je sais pas ce qui se passe. On voit ton bureau. Ouais, je peux pas donner le switch. C'est quoi la colonne qui. Ah oui, là. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sur une API, en fait, je vais mettre un point d'arrêt pour essayer de voir un peu ce qu'on a sur ce qu'on a comme données pour pouvoir aller rechercher en fait à l'intérieur des valeurs de mes propriétés dans des graphes d'objets un peu plus complexes. Peut-être en plein écran, il grossit la taille de ton code. Pardon, ouais. Je vois bien, mais... Attends, je vais ouvrir déjà le. C'est là. C'est bon, c'est ça. Donc là, c'est juste pour lancer le projet. Hop. Donc là, je lance juste une requête de test. Donc là, il m'a généré un DTO avec tout un tas d'objets. Donc là, je vois que dans mon. Je sais pas si je peux zoomer ces trucs-là. Je suis pas sûr. Ouais, je vais. Je te résume. On va faire ça rapidement. Donc là, voilà, donc là j'ai dans mes locals toutes mes variables que j'ai en cours, et là j'ai mon objet event details DTO sur lequel qui est constitué donc c'est des événements ce sont des régates de bateaux, donc il y a des courses, il y a des manches, etc. Et là je sais que je vais aller chercher dans mon événement s'il y a une course qui contient le terme manche. Donc en lançant la recherche, donc là on voit que ça déclenche la recherche, hein. C'est pas vraiment instantané. Donc il va aller me chercher toutes les propriétés qui contiennent, dont les valeurs contiennent le terme manche, et je vais pouvoir aller naviguer sur les autres valeurs. Là ici, ce qui est important, c'est le search depth, c'est qu'en fait c'est la profondeur dans laquelle il va pouvoir aller creuser dans les objets, parce que forcément c'est un coût. Donc par défaut, donc ça c'est paramétrable, hein. Dans l'OS par défaut c'est 3. Si par exemple je passe à 10, là je vais avoir plus de résultats parce que j'ai une graphe d'objets qui est assez complexe. Donc là la recherche forcément prend plus de temps. Mais par contre ça permet vraiment de débugger dans votre phase de debug, de vraiment aller chercher les valeurs. Je ne vais pas vous mettre 10, j'aurais dû mettre un peu moins, c'est pas aussi profond, et puis en fait la recherche elle est carrément plus longue. Ok, bon en tout cas voilà, vous avez l'idée. Hop. Ok, la prochaine feature, c'est en lien avec le contrôle de code source, que vous soyez sous Git ou sous TFSC, donc Azure DevOps. Ils ont un petit peu amélioré l'interface, comme on le voit sur le GIF à droite. C'est que, je ne sais pas si c'est des choses que vous faites habituellement, mais quand on veut associer ces modifications ou suivre ces work items, donc ces éléments de travail, on avait juste la liste classique historique où j'avais l'ID et le titre de mon item. Ça se contendait à ça.
et je pouvais éventuellement les associer à mes pull requests ou à mes pending changes en fonction de ce que vous utilisez comme contrôle de code source. Et aujourd'hui, ils ont un petit peu amélioré cet affichage pour pouvoir déjà avoir un plus grand niveau de détail, où je vois le statut de ma tâche, à qui elle est affectée, et on va pouvoir aussi interagir différemment avec. Donc il y a plusieurs interactions qu'on peut faire simplement, directement depuis Visual Studio. Qui utilise Azure DevOps aujourd'hui ou TFS? Ouais, du coup, il y a moins de... Donc en fait, c'est vraiment dans la stack... Ah non, il va pas aimer si tu veux. Donc en fait, donc Azure DevOps, c'est la suite DevOps de Microsoft, apporte bien son nom, pour gérer du backlog, gérer votre code source, gérer aussi l'intégration continue, les plans de test, le déploiement automatisé, et après, si vous déployez, vous pouvez aussi remonter en fait, toute la télémétrie, etc., recréer des bugs pour avoir le cycle DevOps complet. Du coup, les développeurs qui ont l'habitude de travailler avec Azure DevOps vont associer leur commit ou leur changement côté TFS VC à des user stories, à des tâches, etc. Donc ça, dans un commentaire Git, il va falloir mettre juste un dièse avec l'ID de la tâche ou de la user story associée dans Azure DevOps. Et directement, il y aura le lien qui va se faire. Donc quand il y aura une build automatisée, on saura que c'est tel US qui a été traité ou tel bug qui a été traité, ça va générer automatiquement les release notes et compagnie. Donc c'est quelque chose quand on automatise vraiment toute notre chaîne de production, qui est vraiment intéressant. Ça, jusqu'à maintenant, c'était un peu... il fallait les contraindre, les développeurs. Donc sur les pull requests, on oblige à associer avec un work item, etc. Parce que c'est pas forcément évident. Donc là, ça a été c'est un vraiment pain point pour le développeur. Donc Microsoft a amélioré cette partie-là. Et du coup, si on revient un peu sur cette solution-là, je vais arrêter le debug. Donc au niveau du Team Explorer, donc le Team Explorer, c'est toute la partie qui va s'interfacer soit avec GitHub, soit avec un Azure DevOps. Au niveau de la connexion, vous pouvez vous connecter directement sur GitHub, soit vous authentifiez, vous récupérez tous vos projets directement, puis vous pouvez les cloner, travailler avec, faire des pull requests directement sur GitHub, soit vous vous connectez avec un Azure DevOps, et là vous pouvez avoir du coup tout ce qui est lié autour d'Azure DevOps. Surtout avec le rachat de GitHub par Microsoft, il y a une collaboration maintenant qui se sert de plus en plus entre Azure DevOps et puis GitHub, notamment pour tout ce qui est compilation, déploiement automatisé, etc. Donc là on voit un peu tout. Donc là si je vais sur donc là je suis connecté à un projet, donc je vais voir que je vais pouvoir gérer en fait, avoir accédé à toutes mes branches Git, pouvoir créer des pull requests. Alors la partie pull request, elle est disponible que via une extension. C'est pas en natif dans Visual Studio 2019, c'est une extension qu'il faut installer en plus. La synchro pour faire mes git push, mes git pull, et cette notion de work item dont on vient de discuter. Donc là, je vais récupérer directement tous les bugs, toutes les user stories, etc. qui sont où je suis mentionné. On a différents filtres, où que je suis, ou qui me sont directement affectés. Et à partir de là, donc si par exemple je prends une nouvelle user story, je vais pouvoir créer une branche directement une branche Git, et dans Azure DevOps, on verra que cette user story là, elle est liée avec cette branche là. Donc pour suivre le travail qui est fait sur cette US là, on aura ça directement. Donc ça c'est des workflows qu'on ne pouvait pas faire avant directement. Et aussi un autre workflow, c'est tiens, je vais me mettre à travailler dessus. Je peux du coup mettre cette tâche en actif. Comme ça, si j'ai un PO qui est en train de suivre un peu mon avancement de backlog, il le voit directement et j'ai pas besoin de sortir de mon idée. Alors qu'avant, il fallait se connecter sur l'interface web et puis changer les états. Voilà. Et donc si je fais une modif, je vais faire un truc très rapide, c'est juste pour vous montrer. Donc au niveau des modifications, j'avais fait des tests tout à l'heure, j'avais déjà associé des work items. Comme je vous disais, on peut faire dièse et puis ensuite aller mettre l'ID de la tâche. Maintenant, on a un autocomplete pour trouver qui nous propose directement les tâches. Donc si je filtre comme ça, il va me retrouver toutes celles avec 48. Alors ça, pour ceux qui utilisent TFS ou Azure DevOps aujourd'hui, je
pense que là, vous pouvez voir la grosse différence. Du coup, bah, là, je peux choisir la bonne tâche sur laquelle j'étais en train de travailler pour ce commit en particulier. C'est quoi le nom de l'extension?